Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je suis content de vous accueillir ce soir. Et oui, oui. Alors, bonsoir Anishka, du coup. Bonsoir à... Attendez que je retrouve le nom. Bonsoir à toi Milicorne, bonsoir Pali, bonsoir à tous les autres qui nous écoutent à côté. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, comme je vous en ai parlé les lives précédents, nous accueillons un auteur d'un polar historico-fantastique que j'ai ici et que j'ai eu le malheur de- enfin, il manque 20 pages quoi, je suis un peu sur les dents. Malheureusement, juste avant le live, salut le Hobbit curieux. Alors, donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne et qui arrivent maintenant, le travail de cette chaîne, c'est de faire découvrir dans les mondes de création dans les univers, quelles sont les inspirations historiques, culturelles, de sciences, etc. Qu'est-ce qui en fait inspire les créations d'univers, etc. Voilà. Bonsoir, Josie 31310, 31310 ou 31310. Bonsoir, ça fait plaisir de te voir. Et, euh, et donc voilà, donc ça c'est le but principal de cette chaîne, de faire découvrir tout ça, de partager le savoir. Et donc sans plus attendre, je vais accueillir notre hôte pour cette soirée. Donc j'appelle sur scène notre très cher Rodolphe Guerra. Bonsoir. Salut tout le monde. Alors, je préviens à l'avance, la connexion est pas forcément terrible, mais donc on l'entend, donc ça c'est la première chose. Normalement, l'image pourrait bugger un petit peu, mais ça devrait le faire. Voilà, donc Anishka dit partager le savoir et louer les pommes et Panthésie. Oui, ce sont des délires de la chaîne. Bonsoir Rodolphe. Oui, absolument, je veux que dans le chat, vous envoyez plein de pommes pour Rodolphe. C'est absolument vital pour ce soir. Les pommes, c'est important. Et je me Ouais, permets... Oui. t'es peut-être un peu jaune pour ça, mais tu me rappelles Chirac avec manger des pommes. Oui, on n'arrête pas de me la faire. Voilà. Ouais. Alors voilà, donc là, tout le monde met de les pommes dans le chat. C'est un délire de la chaîne. Bref, alors... euh, Du coup, bah, on va commencer par les parties principales. Alors, je vous explique un peu comment ça va se dérouler aujourd'hui. Donc, un peu comme d'habitude, quand on accueille un écrivain ou une écrivaine. Première partie, bah, présentation un peu de la personne et présentation de l'ouvrage. Et ensuite, on parle des inspirations, ce pourquoi on est là. Alors, bah, du coup, les deux pieds dans le plat. Et bah, raconte-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours un peu, comment t'en es venu finalement à écrire ce roman. Bon, alors bon, donc je m'appelle Rodolphe, j'ai 50 ans, 51 même, hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis, en fait, alors je suis prof de français en collège, un peu par hasard. J'aime bien mon boulot, mais bon, je suis entré là parce qu'il y avait de la lumière, si tu veux, si vous voulez. Enfin, j'essaie de le faire correctement. Et il se trouve que depuis toujours, j'aime qu'on me raconte des histoires. Voilà, j'aime les histoires. Et puis, il m'est venu l'envie, tout naturellement, d'en raconter aussi, d'en inventer. Alors, je me demande si c'est pas une vocation, c'est beaucoup dire, mais une envie qui m'est venue en CM2. Parce qu'en CM2, on avait un directeur qui était notre instit, mais qui écrivait aussi. Et tous les vendredis matins, je me souviens que moi, ça me fascinait, je pense que les copains, les copines aussi, hein, certains du moins, enfin moi, ça me fascinait en tout cas. Tous les vendredis matins, il nous racontait un passage de l'histoire qu'il était en train d'écrire. Moi, je trouvais ça fabuleux de voir ce type-là qui nous emmerdait avec l'orthographe ou les calculs et qui tout d'un coup devenait sublime parce que voilà, il nous faisait voyager et ça sortait de la même tête. Voilà. Et c'est pas impossible en fait que ça me vienne de là. Voilà, cette envie de raconter des histoires. Donc voilà en gros et en général, je fais plus dans dans l'humour, si tu veux, dans le Ça se sent ouais un peu. voilà, je fais plus dans le ça se sent? Ça se Bon. sent un peu dans le Je fais plus style, dans hein. l'humour dans le style, on en parlera après. Alors tu vois, par exemple, en 80 dans de 98 à 99, j'ai participé, alors je sais pas si on voit bien là, au magazine Zo. Voilà, Oui, donc un je petit faisais, peu. voilà.
voilà, j'écrivais des brèves dedans, des détournements de photos. Alors c'était un magazine d'humour, dans la veine Harakiri. Et il y avait, Choron, par exemple, pour ceux qui connaissent, il y avait Vuillemin. Bon, moi, je les ai pas, enfin, j'ai rencontré Vuillemin, j'ai fait une journée de réunion de rédaction avec lui, c'est tout. Mais donc voilà, j'ai eu la chance de bosser dans ce canard, qui a pas duré trop longtemps, qui est vite crevé à coups de procès, forcément, hein, Mmh. parce que c'était de l'humour à la Harakiri. Donc voilà, Eh oui. c'était plus ça ma partie, l'humour, voilà. Ouais. Donc en fait, t'es d'abord rentré dans l'écriture par l'humour, et donc t'as d'abord fait ce job, et ensuite Ouais. t'es passé directement à l'écrire de ce roman, ou qu'est-ce que t'as fait, enfin, est-ce que t'as écrit d'autres choses entre les deux, comment est-ce que ça a mûri? Parce que souvent les Oui, auteurs ont d'autres, ont des faux, enfin pas des faux, mais tentent des premiers trucs que finalement ils gardent et qu'ils publient pas. oui, bien sûr, oui, oui. Alors bon, bah, j'ai participé à un fanzine dans les années 80, ouais, 93, 94, 95, avec des copains, fanzine d'humour et de bande dessinée. On s'est fait la main, on a fait des festivals, on a dormi sur les remparts de Saint-Malo, couverts de chueurs de mouettes, tu vois? Ce genre de choses. Bon, ça, c'était sympa. Et puis, j'ai écrit un premier roman, un petit roman, que j'ai sorti à compte d'éditeur parce que personne n'en voulait. Ça m'a coûté, ça m'a coûté Ah oui. un bras et l'épaule, pour un résultat qui était, en tout cas, au niveau de l'objet, qui était pas du tout, top. Bon, c'était déjà un simulacre d'enquête, policière. Ça s'appelait Un printemps de miasmes. C'était un simulacre d'enquête policière. C'était, essentiellement, humoristique, pour peu que ça ait amusé, les lecteurs, hein. Et puis, après, c'est resté un petit peu en jachère. Je continuais comme ça à écrivailler dans mon coin, mais, j'en faisais plus rien. Et jusqu'à ce qu'en 2003, un bon copain qui s'appelle Laurent Hahn, et qui écrivait aussi de son côté, me propose une association. Donc, il a eu une idée. Alors son idée, c'était, à partir de personnages historiques, on fait des rencontres improbables. Il fallait que ça soit quand même, cohérent. C'est-à-dire qu'il faut que fallait que ça soit des personnages qui aient vécu à la même époque. Alors le bouquin s'appelait Le cachet de la poste faisant foi. Donc ça, on tape sur internet, on trouve. Ok. Je l'ai cherché, je l'ai pas retrouvé dans tout mon souk tout à l'heure, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc on avait par exemple Landru qui correspond avec son charbonnier, tu vois, c'était de très bon goût. Ah oui. Jeanne d'Arc et l'évêque Cochon, bon, D'accord. des choses, voilà, des choses comme ça, quoi. Heu, donc alors ça, c'est sorti, ça a paru. L'éditeur qu'on a trouvé, il était au Québec, hein, le premier qui nous a dit oui, c'était un Québécois. Bon, ça il le vendait trop cher pour ce que c'était. C'était un bouquin qui faisait 120 pages, donc ça, il le vendait 20 €. Bon, les Québécois sont des gens spéciaux, hein. Heu Et puis, donc voilà, on a fait ça. Et puis bon, bah, moi après j'ai sorti un bouquin, j'ai trouvé une petite maison d'édition, associative, très sympa en Bretagne, qui s'appelle l'édition Chemin Faisant, Ah, j'ai qui a entendu des parler. apprentis, ouais, bah, écoute, alors vraiment très sympa et très pro pour des amateurs éclairés, quoi, vraiment, hein. C'est-à-dire que, attends, je dois en avoir un là, voilà. Moi j'ai sorti ça chez eux, ça s'appelle les Patati et Potentats. Ça a été correctement corrigé. Le bouquin est Ah, un il est beau livre beau, de hein. poche qui fait, enfin bon, bref, ouais, 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 il est bien, il fait plus de 330 pages. En plus, le prix, bon, alors c'était il y a quelques années, hein, avant l'explosion du prix Ah du oui. papier, c'était 12 €, tu vois, donc c'était Ah pas, oui, ça va, c'est honnête ça. voilà, c'était vraiment. Et ouais, ouais, ouais. Et chez eux, après, alors évidemment, c'est des tout petits tirages, hein, vous imaginez bien, on peut pas faire, c'est pas la lune, quoi. Et chez eux, après, avec Laurent, on a sorti, une BD. Enfin, c'est un peu le souk, là, c'est mon bureau. Une BD qui s'appelle Le Think Tank. Ça, c'est une satire, hein, tu Ah vois. oui, ça c'est. Alors, c'est pareil, si j'en avais eu assez d'exemplaires, je t'en aurais envoyé un, mais j'en ai plus assez. Il doit m'en rester deux, trois, tu vois. Et donc, c'est une BD satirique, hein, toujours dans l'esprit, Charlie Hebdo et compagnie, quoi. On est deux à dessiner. Laurent, il dessine aussi, deux à faire les scénarios. C'est bien amusé là-dessus. On aimerait bien le reprendre, d'ailleurs, ce truc-là, parce que je pense qu'il y a quelque chose à en faire, mais bon, c'est compliqué. Puis le dessin, ça prend encore plus de temps que d'écrire, hein. C'est très particulier. Donc voilà, si tu veux, j'ai fait des choses, un recueil de contes et nouvelles, bon, voilà. J'ai fait plusieurs petites choses, mais toujours chez des petits éditeurs, quoi, tu vois? On est loin Mmh. de Paul Lousses et Lutzer ou Christian Jacques ou
ou Marc Lévy, tu vois. Ah oui, ben, bon, il y a un début à tout, hein. Ouais, 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 non, mais c'est pas. On écrit pour être lu, quoi. C'est alors forcément, il y a toujours un petit côté frustrant, Ah évidemment. oui, ah oui, je comprends tout à fait. Et tu connais la chose, bah ouais. Du coup, donc ça a toujours été entre humour et policier, hein, c'est ça, parce que c'est vrai que ça se ressent dans le roman, hein, clairement. Et Mmh. alors, j'avais oublié de dire, puisque là, si jamais vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas dans le chat. Nous, je les relais si elles sont pertinentes avec le moment, et sinon, je les garde pour la fin, pour la séance questions. Euh, Moi, j'ai une. Enfin, j'ai pas de. Pour l'instant, j'ai pas de questions. J'aimerais qu'on passe, si jamais il n'y a pas de questions, à la partie sur le roman. Euh, Et justement, on commençait cette partie sur le roman. Je vais vous lire, pour commencer cette partie, la quatrième de couverture, naturellement. Alors, c'est parti. Les trépassés de l'hiver 1895. L'hiver 1895 est terrible. Au cœur de la campagne normande, le brigadier Rompipal, modeste sergent de ville qui a eu le tort de déplaire à son supérieur, est expédié sur la piste d'un cambrioleur particulièrement audacieux. Mais c'est une menace invisible, autrement inquiétante, qui le guette. Une menace tout en volute de flocons, qui tue sans distinction hommes, bêtes et végétaux. Voilà. Donc, un quatrième de couverture pour le moins énigmatique, comme justement Ouais. le livre en fait, hein, tout du long. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sans bien sûr trop étaler, histoire que tout le monde dans le chat ait envie de se le procurer. Moi-même, je ferai un peu la promo de ce truc-là parce que j'aime bien. Mais vas-y, je t'en prie. Bah, écoute, je vais essayer, hein, je promets pas d'être brillant. Alors c'est bon, donc c'est ça se alors d'abord c'est une histoire qui se passe en 1895. Je l'ai située en 1895 tout simplement parce que c'est un hiver qui a été un des pires, enfin dans la période, on va dire, moderne, quoi. Moderne. La Seine était gelée, par exemple, je crois que la Loire aussi, beaucoup de fleuves. La Seine, on pouvait passer dessus en carriole, à cheval, pardon, sur des bœufs, enfin c'était du pur délire cet hiver. Donc en situant alors déjà en ville, ça devait être bien galère, mais alors en plus, à la campagne, j'ose à peine imaginer. Donc pour planter l'ambiance, comme je voulais faire quelque chose avec une atmosphère fantastique, avec la définition du fantastique, la définition classique ou Oui. universitaire, c'est-à-dire l'éruption du surnaturel dans la réalité et le fait qu'on ne sache pas exactement si on est vraiment dans le surnaturel, enfin on est à la frontière, on ne sait pas si on est dans le surnaturel ou dans le réel, quoi. Bon, je trouvais que vraiment un hiver pareil, c'était vraiment l'idéal, quoi, pour planter une ambiance. D'ailleurs, c'est pas vraiment une nouveauté, hein, il y a des tas d'auteurs qui l'ont fait en BD, en littérature, en cinéma. Voilà, l'hiver, il n'y a qu'à penser à l'hiver de Shining, par exemple. Hein, Mm. voilà, ça se pose là, quoi. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, maintenant que j'avais la date, je l'ai situé dans la campagne normande. Mais pas par régionalisme. En vérité, j'ai pas une grande passion pour plus que ça pour la Normandie, quoi. Il pleut beaucoup quand même, hein, c'est pénible. En même temps, il paraît que Giono disait que la Provence, c'était trop chaud, donc on n'est jamais Je suis content. d'accord avec Non, lui. alors voilà, je l'ai placé dans la campagne normande tout simplement parce que, bah, je connais le coin, donc ça me permettait de bien situer géographiquement, d'être cohérent sans avoir à faire j'en ai fait, mais sans avoir à faire trop de recherches pour rendre le récit, logique et cohérent, quoi. Bon, alors ça, c'est donc voilà, ça, c'est pour le cadre spatio-temporel. Et alors maintenant, sur l'intrigue. Je suis obligé de démarrer comme ça parce qu'il a une petite histoire, mais Oh, tu me dis vas-y, si c'est c'est parfait, trop. hein, tout le monde t'écoute. Parce que je comprends bien. Alors, pour l'intrigue, en fait, voilà, j'avais une idée. L'idée, c'était un cambrioleur audacieux qui, donc, dans la campagne, s'en prenait aux maisons bourgeoises, aux maisons de maîtres, voilà. Ne s'en prenait qu'aux riches et ne volait que de petits objets. En dédaignant parfois des objets un petit peu plus un peu plus gros, des objets conséquents, qu'il aurait pu très bien en emporter, mais qui avaient même plus de valeur, mais non, il prenait que des petits objets et ça devait plonger évidemment,
la maréchaussée, les enquêteurs dans le trouble, dans l'interrogation. Et dans mon idée, le cambrioleur en question laissait des empreintes partout, parce que ça y est, on avait déjà les empreintes digitales, hein, avec les méthodes de Bertillon. C'était des balbutiements, mais ça marchait quand même déjà. C'était déjà intégré dans les méthodes de police. Et il laissait partout des empreintes, donc fort maladroit comme ça, à première vue. Et en fait, il s'avérait que c'était des empreintes de forçat, mais de forçat qui avaient été condamnés à mort et exécutés. Alors là, on comprenait plus, quoi. Donc c'était ça mon idée. L'idée, c'était qu'en fait, le cambrioleur en question avait récupéré sur les corps des forçats, donc c'était la partie un petit peu gore, on dirait, avait récupéré les mains et s'était fait, les avait vidés proprement et s'était fait des gants avec. Donc moi, j'étais très content de cette idée-là et j'ai vu donc que dans un live précédent avec, Gabriel, Meyer, qui est l'auteur d'Anne nos héritiers, chez Angel Corp, vous avez abordé cette question des idées heu, des idées, des réminiscences qu'on retrouve, dans d'autres œuvres et parfois c'est bien embêtant. Mmh. Et ben là, c'est exactement ce qui s'est passé. J'en parle à mon pote là, Laurent, avec qui, j'écris, je dessine et il me dit, «Attends, ton histoire, elle me dit quelque chose là, t'emballe pas, ça me dit quelque». Alors j'étais quand même bien dégoûté parce que j'avais écrit le prologue, tu sais, le prologue avec Mmh. le curé qui aperçoit la créature là dans le cimetière, à côté de son presbytère dans la nuit et Laurent, il cherche, et puis il me dit: «Bah ouais, voilà, j'ai trouvé». C'est un roman de Souvestre et Alain, un Fantomas donc, de l'époque, sorti en 1913 et ça s'appelle Le mort qui tue et c'est exactement ça. Fantomas, a tué un malfrat et s'est fait des gants avec ses mains. Bon, alors là, bah, j'étais bien coincé. Génial. J'étais bien coincé, donc là, bah, il faut revoir. J'avais commencé à faire un plan, donc le plan poubelle et puis comment je vais m'en sortir. Alors, j'ai décidé de conserver mon cambrioleur parce que j'aimais bien ce personnage-là, surtout que je le voulais un petit peu, pas redresseur de tort parce que lui, c'est pas Robin des Bois, il vole pour lui, hein, il vole pas Mmh. pour redistribuer forcément, pas du tout même, hein. Mais bon, il s'attaque évidemment que, aux puissants, quoi. Donc ça, ça fait toujours plaisir, hein, dans notre société révolutionnaire quand même, post 1789 encore, jusqu'à preuve du contraire. Et donc ça, je l'ai gardé ce personnage-là. Et puis, bah, il a fallu que je trouve autre chose. Et c'est là que je suis parti sur la piste fantastique avec, cette créature de neige, puisque voilà, donc l'histoire, on y arrive. On a un brigadier qui s'appelle Rompipal. Alors, Rompipal, c'est parce que je parlote un petit peu, italien et Rompipale, ça veut dire casse-burne en italien. Voilà, hein. Donc c'est le nom du C'est vrai qu'il vient un c'est peu le nom du casser les brigadier. burnes à tout le monde, hein, dans cette histoire, celui-là. Voilà, hein. Malgré lui, hein, il aimerait bien être ailleurs, ce brigadier. Mais bon, on l'a envoyé là. Donc ce brigadier est envoyé par son supérieur à qui il a déplu. On déplaît toujours à ses supérieurs, hein, d'une façon ou d'une autre. Il est envoyé dans la campagne normande enquêter sur la disparition d'un journaliste. Et ce journaliste s'était spécialisé dans l'occulte, les maisons hantées, les morts-vivants, les poltergeists, les vampires, enfin voilà, c'est son truc, les sorcières, les jeteurs de sorts. Donc il part enquêter sur la disparition de ce journaliste et puis, pendant son enquête, en fait, bah, son supérieur lui fait parvenir un message qui lui dit que ouais, ça va pas suffire. Il y a un cambrioleur qui agit dans la région et ce cambrioleur a notamment, eu l'audace de s'attaquer au marquis, François-Adolphe de Frégard. Alors ça, en italien, fregare, ça veut dire baiser, hein. Voilà, ça c'est pour, je me fais des private jokes à moi et éventuellement aux lecteurs, Effectivement. métalophiles, tu vois? Et donc le marquis en question le comte pardon, c'est un comte, oui. Le comte en Oui. question est très désagréable et surtout c'est un copain du préfet. Donc le préfet, il dit: «Faut mettre l'accent sur cette histoire de cambriolage et nous choper de cambrioleurs». Donc voilà notre brigadier en People qui est occupé par deux belles affaires quand même. La disparition du journaliste et d'un côté et de l'autre côté, bah, cette vague de cambriolage. Alors il enquête et puis voilà que lui tombent dessus, d'abord des rumeurs, puis après, bah, des faits, clairement établis. Il y aura une créature de neige, c'est même plus au conditionnel, ça devient rapidement il y a une créature de neige constituée de flocons qui attaquent tout ce qui vit, les hommes, les animaux et les végétaux et les tue.
les fait vieillir à vitesse en grand V, quoi, puis très rapidement. Ils vieillissent, ils meurent. Alors qu'est-ce que c'est que cette créature? Et ben voilà, ça va être tout l'objet du roman. J'espère ne pas avoir été trop confus. Non, bah c'était méthodique, c'était bien. Moi ce qui m'a énormément intrigué, je transmets vos commentaires tout de suite parce qu'il y en a eu. Euh, c'est le fait que, enfin, c'est le côté vraiment horrifiant un peu de certaines scènes où en fait la façon dont il tue ou fait vieillir ces êtres vivants, c'est particulièrement glaçant, c'est le cas de le dire, quoi. Et Ouais, ça oui. m'a tout de suite intrigué, moi, ça a tout de suite suscité mon intérêt. Alors, du coup, on a des commentaires, donc on a Nishka, à qui cette histoire de cambrioleur rappelait Arrietty. Euh, Ambu Saint-Giron, Ambu Saint-Giron qui disait qui a dépendu mon pendu. Ça, c'est dans Fantomas, ça, non? Voilà, je pense bien, oui. Mais la version, funeste que d'ailleurs, Alain, un des créateurs originaux, avait détesté. Je crois, faudrait vérifier, mais je crois qu'il avait intenté ou voulait intenter un procès à André Hunebelle, le réalisateur. Parce que Ah ouais, vraiment, on lui avait dénaturé son personnage qui devait faire peur et on avait fait un truc grotesque. Bon, la petite histoire. Mais moi, j'aime bien les Fantomas avec de Funès. Je suis oui, fan. moi aussi j'aime bien. Et Ouais. ensuite, il y a Millicorn qui demandait bah, alors d'abord à quand les traductions et à quand une traduction du coup en italien parce que là ça va beaucoup les faire rire. Ah, bah, ouais, ouais. Ah bah, faudrait faire l'inverse. S'il y avait, bon, cette traduction n'arrivera jamais, mais faudrait faire l'inverse. Ah oui, Ouais. du coup en Et fait le conte traduire, s'appellerait, je sais pas, oui, par exemple traduire le en conte français. s'appellerait Forniquer, par Ah, voilà, exemple. c'est ça. Ouais, ouais. Alors Palicraft qui me dit que le scénario a l'air complexe mais intrigant. C'est le cas en fait. Ce qui était intéressant aussi, c'est quelque chose qui est assez présent dans la plupart des récits actuels où en fait on suit plusieurs personnages. Et c'est intéressant d'ailleurs le fait d'avoir différents points de vue. En fait, on suit plusieurs Mmh. personnages au début, et puis au fur et à mesure, ça commence à se recouper et on commence à saisir. Et moi, j'aime beaucoup, vous le savez, ces romans, ces écrits où au début, on est un peu perdu, on lit, mais ça nous fascine. Hein. Il y a quelque chose qui dit, mais c'est bizarre, et on veut savoir. Et puis au fur et à mesure, tout se recoupe et tout s'éclaircit, et pouf, la lumière se fait. Et j'aime beaucoup ça, et c'est un peu sur ce principe-là que du coup, tu as écrit un peu ce roman, je suppose. Oui, oui, j'aime bien cette, alors c'est vrai que les 3-4 romans que j'ai écrits déjà, je les ai tous faits sur le même modèle. Alors, ça tourne un peu au procédé éventuellement. Enfin, moi, je trouve ça vraiment sympa, ouais, ça se recoupe, voilà, on ne sait pas pour quel est le lien, on passe d'une partie à une autre, on comprend et puis très rapidement, en fait, le lien, il devient évident quand même. Enfin, j'espère. Hmm. Oui, tout à fait. Hein. Moi, comme je l'ai dit au début, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, il me reste 20 pages et c'est vraiment terrible. Voilà. Enfin, voilà. C'est horrible. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, c'est toujours le moment. Moi, j'en ai probablement. Mais donc, lorsqu'on avait préparé ce live, alors par mail, etc. Moi, tu m'avais dit, enfin, j'avais lu par l'intermédiaire notamment de Nina. euh, que tu te passionnais pour la deuxième moitié du 19e siècle, plus précisément, parce que ici, en fait, on est tous passionnés d'histoire. Et, Ouais, ouais, ouais. et donc évidemment, toi, c'est la deuxième moitié du 20e siècle. Alors, bon, taquinerie reste entre nous, hein, bien sûr, mais nous sommes des médiévistes pour la plupart. Donc, bon, Ouais, ouais. 1895, bon, voilà quoi. En fait, c'est c'est un tacle très gentil, hein, bien sûr, mais c'est un peu comme Oui, mais le roman, en fait, c'est du journalisme. Il y a beaucoup de journalistes dans. Désolé, oui, c'est le bah, oui, tacle parce que entre c'est historiens bah, oui, mais le de titre, base. Hein. Mais c'est vrai que tu te bah, bases, il y a voilà, quoi. énormément de côté journaliste dans le roman. Et on sent même la patte journaliste que tu as eue un peu dans la rédaction de certains articles. Enfin, il y a un article que tu rédiges au début Ouais, d'un chapitre. Donc voilà. absolument, ouais, ouais, ouais. Et donc Oui, qui d'abord, relate la disparition du journaliste, justement.
Anishka qui nous donne à boire. Voilà, en fait, il y a un truc dans le chat qui nous permet de te dire que si tu as soif, tu peux boire. D'accord. Et donc la question c'est oui, J'ai une est-ce bouteille. que... Ah bah c'est une bouteille, non mais je vois le genre, je vois le genre. Euh, alors pourquoi... Enfin bon, nous on aime bien l'époque médiévale, mais on n'est pas contre 1895. Moi, la Troisième République, c'est fascinant. Euh, pourquoi la Troisième République? Pourquoi la deuxième moitié du XXe? Est-ce que tu as une raison? Quelque chose qui te plaît particulièrement? Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, on est bien d'accord que moi, c'est pareil. Hein, moi aussi, je suis passionné d'histoire, enfin, d'un peu de tout, en fait, hein, d'histoire, de science. Euh, mais le 19e siècle, alors, c'est de la palissade, hein, c'est un cliché, c'est tout ce qu'on veut, hein, c'est une tarte à la crème de le dire, mais c'est vrai que le 19e siècle, il est vraiment en résonance directe de notre époque Ouais. contemporaine. Hein. C'est l'explosion de la presse. Euh, on se met à avoir des journaux partout, des journaux à 1 centime, à que dalle. Tout le monde, enfin, énormément de gens lisent. Et puis, surtout, alors, il y a il y a plein de régimes. On a la Restauration, on a quand même 2 empires, on a enfin, une république, la troisième. Enfin, c'est quand même assez délirant. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, ce que j'aime bien dans le 19e siècle, c'est cette espèce de mélange entre la science qui monte, le positivisme, Hmm. donc les sciences dures qui vraiment prennent de l'ampleur, et puis en même temps, et parfois même dans les mêmes esprits, ce développement de nouvelles croyances, hein, par exemple le spiritisme. Les gens comme Camille Flammarion, qui était un scientifique, un astronome, et qui en même temps écrivait sur les maisons hantées, par exemple. Ça, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Et puis toutes les promesses scientifiques, par exemple, là, je suis en train d'écrire un autre roman qui sortira Alors, peut-être jamais, hein, on verra. alors, Et dedans, j'évoque Bruno Toussaint, qui était un savant hein, du 19e siècle, milieu 19e siècle, on est dans les années 1850 par là, et Jules Alix. Jules Alix, Bruno Toussaint, il avait une théorie, par exemple, sur la transmission d'informations. Avec lui, on pouvait foutre en l'air le télégraphe, hein, ça ne servait plus à rien. Et lui, il avait décidé que, enfin, il avait décidé, il était persuadé que grâce au fluide animal, il existe un fluide entre les animaux qui permettait de faire la, la connexion, si vous voulez. C'est-à-dire que, et non seulement les animaux, mais pas n'importe lesquels. Il avait décidé. Ce que je vous dis est, enfin, ce que je vous dis, son délire est vrai. Hein, hmm. on peut vérifier. Hein. Euh, il, il pensait que les escargots, quand ils étaient en coït, sécrétaient des molécules qui permettaient de transmettre les informations par télépathie. Alors ça, c'est quand même extraordinaire d'entendre des trucs comme ça. Ah, il faut que j'ai un petit problème de batterie, il faut que je branche mes batteries Il n'y a pas de avant que ça problème. saute. Hein. Nous, Donc ça, c'est quand, vas-y, vas-y. ça, c'est quand même formidable. Hein. Vous connaîtrez ce genre de truc. Hein. Où est-ce que je vais la Il brancher va falloir qu'on qu'on organise des colonies d'escargots absolument là pour un peu Ah ouais, ouais. pouvoir communiquer par télépathie. La Euh, batterie se charge normalement. Et alors ce Jules Alix là, pour la continuité de la petite histoire ou de la grande, eh ben, c'était un type qui était dans l'environnement, enfin qui était suffisamment proche de Victor Hugo pour pendant son exil à Jersey assister aux séances de spiritisme. Vous savez que Victor Hugo, depuis la mort de sa fille, s'était pris de passion pour sa fille Léopoldine, pris de passion pour le spiritisme. Et quand il était donc il est exilé d'abord à Jersey, après Guernesey, et par Napoléon III à qui il s'attaquait. Et donc il avait des gens dans son entourage qui étaient quasiment obligés hein, d'assister aux séances de spiritisme. Et Jules Alix en faisait partie. D'ailleurs, les séances de spiritisme, ils les ont. Alors, c'était un journaliste, hein, Jules Alix, hein, Alix avec 2 L. Et bah, ils ont cessé les séances de spiritisme quand Jules Alix, qui était quand même un peu brinzingue, a fait une crise, quoi, une espèce de crise de démence assez violente. Et ça a fait peur à tout le monde. Puis là, ils ont dit stop, on va faire une petite pause quand même. Voilà. il y Donc, a... c'est voilà pourquoi le 19e siècle, Ouais, il est fascinant. il est fascinant. Bah ouais. C'est aussi le moment où Edison, bon, qui était pas lui un type très sympa, si je peux me permettre, hein, mais l'inventeur de la chaise électrique, qui a Ouais. testé
qui a testé sur une malheureuse éléphante qui a été électrocutée, ça a été une boucherie, enfin bref. Mais en tout cas, Edison, donc, à qui on doit quand même beaucoup, puisqu'on a l'électricité et qu'on peut se parler à distance. Bah, lui, en même temps, il avait conçu un appareil pour pouvoir converser avec les défunts, avec les morts. Ouais. Le fameux c'est pas lui qui l'a appelé le nécrophone, ça a été appelé après par un biographe, je crois, mais enfin voilà, bon, voilà pourquoi le 19e siècle, il est fascinant. Enfin, de mon point de vue, quoi, cette espèce de mélange, Il y a parfois improbable. en Bussin-Giron qui nous disait que justement cette connexion entre escargots est une connexion potentiellement au pays de Caux. Euh, Ouais, ouais, ça pourrait, mais non, non. Hein. Euh, moi aussi, enfin, j'ai trouvé cette période fascinante, hein, la seconde moitié du 19e siècle, notamment aussi, bah, moi, d'un point de vue politique, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, oui. Très, très intéressant, très mouvementé. Mais ce qui est très bien aussi dans le roman, c'est que donc, eh ben, c'est un roman historique. Et comme tout roman historique, bah, on pose un Ouais. peu le cadre de ce qui se passe, des préoccupations des gens de l'époque. Et je trouve que tu le fais vraiment très bien, parce qu'on sent en fait tout ce qui se passe derrière, notamment justement grâce au point de vue des journalistes, du coup, avec toutes les actus du monde. Justement, il y a un moment où tu évoques Edison, toutes les personnes connues qui nous viennent à l'esprit quand on pense à cette période, l'invention du téléphone, etc. Plein de choses. Et ça, c'est en fait, il y a beaucoup de fois où, et le fait que tu le dises, ça me met en lumière certaines choses, où en fait, je sais plus, un de ces journalistes se plaint de devoir aller couvrir une intervention des Frères Lumière ou Ouais. même de suivre Edison, etc. Et nous, en tant que contemporains du 21e siècle, on pense tout de suite à toutes ces choses très, très positives que ces scientifiques nous ont apportées. Mais en fait, Ouais. par même ce roman, tu montres, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi remettre en question, ou du moins oui, questionner, le fait que le progrès se fait sans danger, ou est forcément positif. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît vraiment dans ton roman. C'est-à-dire que, en fait, derrière toutes ces choses bonnes, entre guillemets, on voit que bah, finalement, si on creuse un petit peu, les personnages qui disent oh, ça me fait chier un peu d'y aller, bah, ils n'ont pas tout à fait tort, en fait. Hein. Ah oui, mais ça, malheureusement, oui, 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 oui. Ah oui. Et, Moi, ce que j'aime bien avec le journaliste là, qui doit se gaufrer, donc, parce que pour lui, ça l'intéresse pas, mais on l'envoie là-bas. C'est un vieux journaliste. Que, euh, il est sur le déclin, quoi. Il doit se gaufrer les premières séances de cinéma des Frères Lumière. Nous, on adorerait ah oui. mettre une machine à voyager dans le temps, puis aller voir aller voir l'arrivée en gare, la sortie des usines Renault et tout ça, la Ciotef, enfin, tous ces trucs-là, on adorerait. Ou les premiers Méliès, ben, lui, ça l'emmerde carrément. Et quand il en revient, il explique à son rédacteur en chef que, bah, ouais, bon, si c'est pour filmer la réalité, il voit pas l'intérêt, lui. On peut peut-être essayer d'imaginer des histoires. Alors ça, bon, ça évidemment, je me suis Ouais. fait plaisir. C'est-à-dire que c'est quasiment lui qui invente la fiction, quoi, avant la fiction filmée, je veux dire, avant Méliès, avant tout ça. Bon, là évidemment, on se fait plaisir. Ouais. Mm. Mais quand on écrit, après, on est le maître hein, dans son bouquin, après tout. Oui, ah oui, oui, ça il faut que l'auteur soit comme Dieu dans le monde, ou je sais plus qui c'est, Flaubert qui disait ça, voilà, faut qu'on ne le voit pas, quelque chose comme ça, mais il faut qu'on le sente. Voilà. Bah oui, oui, oui. Alors, Ouais. le Hobbit D'où curieux, oui. d'ailleurs le style, hein, tu me parlais du Ah oui, excuse-moi, ah tu oui, parlais du style, d'où d'ailleurs le discours indirect libre qui fait que on est toujours à la fois dans l'esprit des personnages et du narrateur ouais. et qu'il y a une ambiguïté souvent ça. Ah oui, non, c'est très intéressant, j'avais pas vu ça, et enfin, j'avais vu ça, et je m'étais dit, ah, ouais, j'aime bien. Alors, le Hobbit curieux qui disait, donc une question par rapport au processus de création artistique. Donc par rapport à votre idée des gants que vous n'avez pas gardés, il semblerait que l'on crée rarement du néant de toute manière. Si l'on cherche bien, on trouve toujours d'autres qui ont eu la même idée que nous. Du coup, je me demande à Ouais. partir de quel moment il est bon d'abandonner une idée parce qu'elle a déjà été exploitée, ou quand au contraire il est pertinent de la garder ou l'approfondir.
Bah, c'est une bonne question et j'ai pas la réponse, hein. Là, je crois que des plus grands que nous se la sont posés, à partir de je sais pas, quand on a l'impression soit d'apporter un petit plus avec le style, heu, soit de mettre en relation des idées. Bon, Mmh, ouais. des idées qui peut-être, existent déjà, mais qui sont indépendantes les unes des autres. Peut-être que parfois les mettre en relation, ça peut créer une œuvre, alors je mettrai des guillemets, mais originale, quoi. Peut-être ça. Je sais pas si je Alors, suis très clair, si, mais si, bah, c'est un peu ce qu'on fait sur la chaîne, pour les hein, finalement. Allez, vas-y, ouais, j'explique après. c'est ça, ouais. Bah, pour les genres, par exemple, si on veut prendre les genres, bon, le genre du western existe, le genre de la science-fiction existe. Comment je fais quelque chose d'original? Bon, bah, il y a le film Cowboy Ouais, ouais, et Alien, je crois, hein, ouais, ouais. voilà, qui et moi je trouve ça pas mal. Voilà, là je trouve qu'on a mais sans ça, il reprend tous les codes, les classiques et cetera, quoi. Mmh. Ah, Je me demande si Pierre Boulle, avec sa Planète des singes, il a pas fait vraiment quand même quelque chose ah, d'original. Vraiment de qui se démarque. mmh. Parce qu'une planète, un monde dans lequel alors il y avait un peu Gulliver avec ça, mais c'était pas tout à fait la même chose quand même, avec les Wims et les Yao. Mais, un monde dans lequel les humains, heu, sont à ce point enfin, un monde inversé où les humains deviennent, les victimes d'une autre d'une autre espèce animale qui devient son bourreau. Je suis pas sûr que ça avait été fait, de cette façon, quoi. Je suis pas certain. Ah, faut se Alors là, il faudrait renseigner. creuser. Je pense On que avait genre cherché c'est possible, hein. Ça, je sais pas. Franchement, ça se cherche. Ce serait intéressant. parce que c'est vrai que sans ça, bon, le voyage dans le temps, la race extraterrestre, alors gentils, pas gentils, ou même qui s'en foutent de nous, bah, tout ça évidemment ça a été fait, mais ça va dépendre après Mmh, mmh, mmh. comment on va assembler, quoi. Donc le Bitcuru qui dit donc du coup le but c'est d'abord d'aborder les choses sous un angle différent finalement, apporter notre plus-value. C'est à peu près Si ça, on peut, hein. voilà. C'est d'un point de vue. C'est ça, hein, voilà. Euh, Modestement, si on y arrive, c'est ça, je dis c'est un peu le principe de la chaîne même, c'est-à-dire que, enfin, sous-jacent, c'est-à-dire que dans la chaîne on se sert des inspirations, enfin on montre quelles sont les inspirations, c'est-à-dire on va décortiquer les œuvres pour voir ça c'est une inspiration de là, ça c'est une inspiration de là, ça c'est une inspiration de là. Donc une des ouais. réponses qu'on pourrait apporter, c'est bah, dans la mesure où tu peux prendre quelque chose et le remettre dans ton œuvre dans le sens Mmh. potentiellement où c'est pas la, la- l'objet principal et que tu répètes pas tout en fait. C'est-à-dire que tu peux prendre, Ouais. si tu prends une intrigue principale qui est exactement la même que quelque chose qui a déjà été fait et que tu changes tout ce qu'il y a autour, ça fonctionne pas. Mais si tu prends des choses qui existent autour déjà et que tu construis quelque chose de nouveau par rapport à tout ça au centre, dans le cœur principal, là je pense que ça apporte une plus-value parce que bah, tu apportes effectivement un nouvel angle de vision en combinant des choses qui n'ont pas été combinées, tu apportes de nouvelles questions qui s'insèrent dans le temps, Mmh. etc. etc. S'approprier une idée, la faire à sa sauce, c'est exactement ça. D'ailleurs, il y a un bon exemple de ça, c'est Star Wars, hein. Oui, Star Wars, c'est quoi? C'est un roman de chevalerie, hein. oui. C'est ni plus ni moins un roman de chevalerie. On a tout, la princesse, le destrier, bon, c'est le Faucon Millenium, on a le chevalier, c'est Skywalker, on a le méchant empereur avec son âme damnée, on a tout. On a tout. C'est un roman de chevalerie, on a la religion, bon alors c'est pas la religion chrétienne, c'est, les Jedi, c'est pas une épée, c'est le sabre laser, mais on a tout Mm, mm, mm. Alors, et voilà. pour continuer, moi j'avais justement, rapidement enfin pour conclure plutôt sur cette partie-là, il y a un petit clin d'œil que tu as mis dans le roman, un rapide clin d'œil à L'Homme Invisible de H.G. Ouais, Wells que j'ai vu. ah, c'est bien, c'est grand ça. Enfin, l'homme invisible, c'est grand, pas mon clin d'œil. L'homme invisible, Donc bon, pour celles et ceux qui l'ont pas lu, bah, vous pouvez aller le lire, hein. Et ah ouais, ouais. j'aime beaucoup ce genre de clin d'œil en fait, hein. Donc là je pense que je peux le raconter, il n'y a pas de spoil ni quoi de l'intrigue, hein. Non. Non, c'est un caméo, hein. Oui, c'est On ça, dit ça c'est. maintenant, je crois. C'est ça, hein. Oui, Et c'est. là, par Vas-y. contre,
Non, mais je voulais juste dire que ma femme m'avait offert un bouquin, je crois que c'est de David Lutch, faut que je vérifie, qui s'appelle Un homme de tempérament. C'est pareil, on tape ça sur internet, on trouve. Et en fait, c'est sur. Alors moi, je pensais que c'était juste une bio de Herbert George Wells. Et c'était ça que je voulais lire. En fait, c'est toutes ces histoires de cul. Parce que Herbert George Wells, c'est pour ça que ça s'appelle Un homme de tempérament. Il avait, alors c'était l'amour libre, c'était Woodstock, c'était la révolution sexuelle des années 70, mais au tout début du XXe siècle, c'était extraordinaire. Et c'est pour ça que je l'ai mis avec une maîtresse. J'ai Ah oui, regardé à cette époque-là, oui, c'était vraisemblable. Il faisait des tours en Normandie de temps en temps. Donc voilà, j'ai quand même pris un petit fond ouais. historique. Ouais, non, c'est vraiment sympa, surtout qu'en fait, donc le fait de. Donc juste, je vous raconte un peu comment ça se passe, c'est-à-dire qu'ils sont dans Oui, tu une peux. auberge et les témoins arrivent glacés d'effroi et disent ah, il faut se méfier de la neige, on s'est fait attaquer, etc. Et il y a deux Anglais, enfin un couple d'Anglais qui sont là et qui sont avec leur British accent, you know, et, et, euh, et qui jugent la situation et qui se disent Hmm, un homme, bon, je raccourcis, hein, mais un homme invisible, ça pourrait être une bonne idée de roman. Et puis la femme qui dit très bien, Ernest, ou je ne sais plus, pardon, Herbert, pardon, Herbert. Herbert. Et donc après, je me suis dit l'homme invisible, Herbert, mais ça me dit quelque chose, ça. Et donc voilà, donc c'est ce petit clin d'œil d'où aurait pu prendre du coup Wells son inspiration de ce roman, que c'est beau. Donc voilà, donc c'est un Ouais, peu ouais, ça c'est toujours. pour clore un peu sur cette partie. Je voulais du coup arriver, alors tu m'as fourni un peu de matériel pour préparer cette séance, et chers amis, Ouais. tu m'as envoyé une petite anecdote de laquelle tu voulais parler, alors je mets l'image et je te laisse la commenter. Ah oui, alors ça, alors j'en parle, mais brièvement parce Oui, que brièvement, pas de euh, spoil. faut pas. Non mais voilà, c'est ça, c'est pour pas spoiler. Bon, alors l'histoire du col Dyatlov, hein, je pense que plein de gens connaissent. Ceux qui connaissent pas, allez voir, ça va vous épater. Alors il y a un lien avec mon roman. C'est pour ça que évidemment, je t'ai mis ce petit visuel, je t'ai proposé ce petit visuel. C'est simple, hein, c'est 9 randonneurs, 8 randonneurs et un guide. Le guide s'appelle Dyatlov, je ne sais plus son prénom, mais c'est son nom de famille. On est dans l'Oural, donc Sibérie, on est en février 1959. Ils partent faire une randonnée, ils doivent passer une vallée, et, enfin monter un col et puis redescendre et aller dans le bled prochain. Hmm. Et puis, plus de nouvelles. Alors, plus de nouvelles, et je crois que c'est au bout d'une semaine, même pas, hein, on envoie une équipe de pisteurs, quoi, une équipe de secours. Et alors là, l'horreur. On retrouve bien leur campement. Le campement, il est dévasté. Les tentes sont découpées de l'intérieur. Certains des malheureux et malheureuses, il y avait des filles aussi, hein, je crois qu'il y avait 2 filles, oui, c'est ça, j'en vois 2 sur la photo, ouais, c'est ça. Hmm. Ont les yeux arrachés, sont énuclés. Il y en a qui sont. Alors, je crois qu'ils ont quasiment. Enfin, ouais, quasiment tous en sous-vêtements dans la neige, alors qu'il fait moins 20 degrés. Enfin, bon, du pur délire. Il y en a qui tiennent une branche dans la main. Alors, ça, c'est évidemment que je m'en suis servi dans mon roman. Certains ont la langue coupée. Enfin, coupée. Ils n'ont plus de langue. La langue a été arrachée. Elle a été emportée. On ne sait pas où elle est. On ne la retrouve pas. Enfin, voilà, vraiment une vision d'horreur. Et à partir de là, bah, bon, évidemment, on rapatrie les corps, on envoie des enquêteurs, on est dans l'Union soviétique, hein, très bureaucratique. Bon. Et puis l'enquête conclut à l'intervention d'une force mystérieuse. Alors il y a plusieurs versions, plusieurs traductions, hein. Moi je ne parle pas le russe, donc j'ai regardé les différentes. Force, il y a force mystérieuse, force inconnue, force irrépressible. Enfin, on est toujours dans le même registre lexical, c'est-à-dire que on est dans l'inconnu. On ne sait pas, c'était terrible, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et euh, à partir de là, les théories les plus folles vont naître. Alors, il y a ceux qui pensent que c'est des essais de l'armée, ça c'est classique, hein, normal. Bon, il y aurait eu le Covid, c'était des essais sur le Covid, mais il n'y avait pas à l'époque. Il y a ceux qui pensent que c'est des extraterrestres. Oui. Il y a ceux qui pensent que c'est un coup des Yétis. Enfin, on a de. Et c'est ça qui est, enfin, j'allais dire génial. Non, pour eux, c'est pas génial. Mais pour l'amateur d'histoire, c'est Hmm. formidable. Il y a un bon.
un bon affaire sensible, si vous connaissez aussi, sur France Inter avec Patrice Dewael, vous le retrouvez, il raconte vachement bien on la trouve partout, hein, sur internet, mais celle-là est spécialement bien racontée. Et alors aux dernières nouvelles, en 2019, le procureur, je crois que c'est 2019, faut que je vérifie. Je l'ai mis à la fin de mon bouquin. C'est 2019. Un procureur, donc en Russie, on n'est plus en URSS, on est en Russie, réouvre l'affaire. 31 janvier 2019, voilà, le procureur général de Russie annonce la réouverture de l'enquête sur l'affaire Lukoil Dyatlov. Et aux dernières nouvelles, alors, on se dirigerait plutôt vers un cas d'avalanche un peu particulier. Mais ça explique pas les yeux arrachés, les langues enlevées et tout ça. Ouais. Donc là, on a un gros point d'interrogation et cette affaire, elle est fascinante comme beaucoup d'autres, quoi. Donc voilà, et elle m'a évidemment servi pour le roman. Ça nous laisse tous sans voix, je pense. Hein. Donc voilà, encore une fois, voilà, le but de la chaîne est encore une fois atteint. Une fois de plus en live, vous voyez qu'on mélange les inspi, on mélange les siècles, on mélange un peu tout, et ça donne une Ouais. bonne tambouille. Alors, Pas trop indigeste, j'espère. voilà, non, voilà, Alors, du coup, maintenant, je vais t'inviter un peu à nous parler un peu de la dernière slide. Bon appétit, bien sûr, dit Anishka. Bah oui, bien sûr, bon appétit. De tes inspirations. Alors là, tu nous fais un tour d'horizon, comme tu veux. Ce que tu veux. Où est-ce que tu t'es inspiré, etc. Moi, alors en tant que lecteur un peu de littérature, disons, classique du 19e, j'ai reconnu certaines influences. Mais là, tu voulais particulièrement nous parler de Maurice Renard, donc je t'invite, si tu veux, à commencer par ça. Ouais, merci. Alors, j'ai pas d'action dans la boîte. Le pauvre Maurice Renard, il est mort en 1939. Donc, il a vécu de 1875 à 1939. Je n'ai pas le lien familial, rien du tout avec lui. C'est un auteur que j'ai découvert il y a une dizaine d'années, complètement par hasard, en lisant un gros bouquin sur les extraterrestres dans la pop culture. Alors aussi bien des histoires soi-disant vraies d'enlèvement, parce que j'adore les histoires d'extraterrestres, ça m'éclate. Voilà, bon. Et il y avait une petite page sur Maurice Renard, et notamment sur le Péril bleu. Et Maurice Renard, donc j'ai été. Alors, c'est aussi il y a une allusion à la cause animale dans son bouquin à la fin, et c'est un truc qui me tient très à cœur. Tu as peut-être remarqué, hein, j'en parle Ah oui, dans le j'avais bouquin. C'est remarqué une allusion, le c'est pas une. brigadier, C'est, fait une allusion. ouais, c'est pas un essai du tout, mais bon, moi j'en parle. Et, Le Péril bleu, donc, c'est un bouquin qui est super bien écrit. Vraiment, on a une parenté avec les Gaston Leroux, les Herbert George Wells. D'ailleurs, le docteur Lerne, son autre bouquin, il le dédie au docteur Moreau, pour ceux qui connaissent, hein, le docteur Moreau de Herbert George Wells aussi, qui est vachement bien. Et il mélange, alors je ne veux pas dévoiler, c'est pas le but, hein, mais il mélange une enquête policière avec une espèce d'arsace de Sherlock Holmes qui fait des déductions. Alors là, c'est carrément c'est des vannes envoyées à Conan Doyle. Hein. On a un type qui se prend pour Sherlock Holmes, qui fait le même genre de déduction exactement qu'on peut trouver dans Sherlock Holmes, sauf qu'à chaque fois, ça l'envoie ailleurs, quoi. Et ça, c'est jouissif de lire ça, parce que souvent, quand on les lit, bon, les Sherlock Holmes, moi j'aime bien, hein, je trouve ça sympa. Enfin, les déductions, ils sont toujours un petit peu quand même tirés par les cheveux, quoi. Mm. Bon, et donc, ça commence façon roman policier, avec des disparitions, des gens qui disparaissent. Puis après, il n'y a pas seulement des gens, il y a aussi des clôtures. Qu'est-ce que ça veut dire? Des arbres, des animaux, évidemment, des objets, des casseroles, n'importe quoi disparaît, quoi. Et on retrouve des morceaux qui tombent un peu partout. Ça se passe dans le centre de la France. On retrouve des morceaux qui tombent. On retrouve aussi des organes, donc bon appétit Anouchka aussi, hein, des organes, des pieds, des jambes, des pattes d'animaux, des têtes, enfin voilà, on ne comprend pas ce que c'est, quoi. Ça continue façon fantastique, parce qu'évidemment, alors fantastique, puis après merveilleux, parce que merveilleux dans le sens originel, c'est-à-dire surnaturel, considéré comme normal, on a l'impression qu'il se passe une malédiction, des démons, on ne sait pas trop. Et ça finit en SF, mais alors une SF pas lourde, enfin je veux dire pas lourde, il s'appesantit pas sur les aspects techniques, c'est pas son truc. Mais au niveau des idées, on a une ESF qui est hyper moderne
Et bah, on est dans les années 20 quoi, quand il écrit ça, Maurice Renard. Donc franchement, c'est alors ça, si vous connaissez pas Le Périple bleu, sautez dessus, je serais surpris que vous le remettiez dans la boîte à livres après, hein. Franchement, je répète et le Docteur Lern, pareil, ça c'est 2 chefs-d'œuvre de Maurice Renard aussi. Ah, je peux Docteur Lern, le problème, c'est que si on fait le pitch, on spoil. Ça, c'est embêtant. Mais on Ah, bon, un docteur fou, le fameux mythe des savants fous, quoi. Donc on a le type de l'homme invisible qui est un savant fou, Docteur Moreau qui est un savant fou, bah, le Docteur Lern, il est bien barge aussi, quoi. ouais. Voilà, là, vous allez vous éclater. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est des influences un Et peu en qu'on fait, on retrouve, sait hein, ouais, justement. Hein. et on sait pas pourquoi il est tombé en désuétude. Voilà, ça fait partie des Mm. quelques auteurs, enfin, il y en a beaucoup, hein, comme Clochemerle, par exemple, enfin, Gabriel Chevalier, l'auteur de Clochemerle, qui est tombé en désuétude, on sait pas pourquoi. Les mecs, ils vendaient à fond, ils marchaient vachement bien, ils étaient lus, puis c'est bien écrit, quoi. Voilà. Et Petite réhabilitation, ça me fera 10 points de karma. c'est comment dire, euh, le côté aussi très enfin, science avec les découvertes scientifiques, les docteurs. On en parlait il y a quelques lives du trafic de cadavres à Londres, ce genre de choses, Ouais. ça rappelle un peu, enfin, en fond quoi, on sent un peu en toile de fond cette influence dans ton roman ou cette chose et ça ressort du coup là aussi, je suppose. Ouais, ouais. Alors, puis Maurice Renard, ah oui, j'ai oublié de dire quand même que c'était du. Alors lui, c'était pas de la SF, c'était du merveilleux scientifique. Alors la différence, c'est que la SF s'appuie sur des bases scientifiques solides, même quitte après à délirer et à en faire n'importe quoi. Ça, c'est pas le problème. Mais le merveilleux scientifique, enfin, Maurice Renard, il disait que c'était un sophisme. Un sophisme, hein, tout le monde sait, c'est une erreur de raisonnement. Donc, il avait un alibi scientifique, mais après, c'était pour aller sur quelque chose qui s'apparentait plus, on va dire, une espèce de surnaturel technique. C'était pas des démons, c'est pas des fantômes, c'est pas des morts vivants, c'est pas tout ça, mais c'est techniquement, on est au-delà de la nature, quoi. C'est plus, voilà, c'est plus la science pure. Et le merveilleux scientifique. Il y a un site sur internet d'un passionné que je connais pas. Pareil, j'ai pas d'action dans la boîte. Je n'ai jamais approché ce type-là, même pas par mail, qui s'appelle De l'autre côté du monde, je crois. Allez-y. Alors, par contre, il est dense. Il est assez bordélique son site, mais il est Je passionnant. l'écris. Et c'est sur le merveilleux scientifique. Et et du coup, j'ai vu dans ton mail, enfin également, au niveau des inspirations. Bon, alors on va rester sur les littéraires pour l'instant. Ah bah tiens, il y a une suggestion là de Millicorn qui suggère bien sûr le connu Dr Jekyll et Monsieur Guerra. Ah oui. Bien entendu. Ouais. Il y avait oui les influences du 19e siècle, puisque je suppose que tu lis aussi, enfin que tu as lu en tant que professeur de français déjà, du Maupassant, du Flaubert, Ouais. etc. etc. Oui, oui, oui. Euh, Absolument. Ouais. voilà, est-ce que tu reconnais toi-même un peu de leur influence dans tes romans? Enfin, moi je le sens un peu dans le style personnellement, un petit peu, mais Alors, vas-y. non, bon, en fait, alors, bon, Maupassant, oui, hein, c'est une influence. C'est bien quand même, hein, franchement. Alors j'aime bien. Ces romans, je les ai lus, j'aime moins. Bon, c'est bien, hein, Bel Ami, ça c'est vachement bien, mais ces nouvelles sont comme moi je trouve qu'il est plus fort dans les nouvelles, Maupassant. Ces nouvelles réalistes sont très bien. Alors les nouvelles fantastiques, évidemment, je les trouve. Il n'y a pas grand-chose à acheter, je trouve. Flaubert, moi, j'ai lu, hein, mais je suis moins fan. Sauf que bon, le côté discours indirect libre, ça c'est quand même pas mal, ce truc-là. Après, justement, comme mon bouquin se passait au 19e siècle, je voulais qu'on ait alors et en hiver, j'ai essayé, je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais j'ai essayé de faire 2 choses. Je voulais qu'on ait froid en le lisant. Alors ça, ça je sais pas. Si si, ça fonctionne, hein. Ça c'est Ça fonctionne. ça fonctionne, bon, bah, tant Oui. mieux. Si on rend une petite laine en le lisant, je suis content, ça me fait plaisir. J'ai emmerdé le monde un petit peu, c'est bien, c'est une vocation. Heu Et puis, je voulais aussi qu'on ait l'impression que c'était écrit, au 19e siècle. Voilà. Eh oui, Que ça aurait pu être voilà. Donc j'ai fait un bon effort sur le vocabulaire, par exemple, oui. c'est-à-dire que, normalement, il y a pas de mots, postérieurs, postérieurs au début du 20e, quoi, début 20e.
Il y a de l'argot dedans, il est bon à l'époque, j'ai vérifié, enfin normalement, je peux m'être planté parfois, mais principe, j'ai vérifié bien ça. Je sais que j'ai écrit interview, j'avais un collègue d'histoire qui me dit: «Ah, tu as fait un anachronisme». Ouais, j'ai dit: «Écoute, je crois pas, j'avais vérifié». J'ai revérifié, non, non, interview, ça existait bien à l'époque, voilà. Donc je voulais qu'on ait l'impression quand même, que ce soit, voilà, qu'on ait une vraie plongée Ouais, ouais. dans l'ambiance, fin 19e. Ça, c'est génial, hein, la rigueur historique, nous on adore, jusque dans le vocabulaire. Et pour être honnête, ouais, franchement, je l'ai senti et c'était ça, c'était assez intéressant parce que maintenant qu'en plus tu t'es présenté, on le sent bien et à ceux qui l'achèteront, qui l'auront en possession ou qui liront, on sent l'influence 19e autant dans c'est ça qui est très intéressant, moi j'adore, attendez, il faut que je me concentre. Donc on a autant le parler, le vocabulaire style 19e, le phrasé qui est, je trouve, très... en fait c'est du mot passant en plus trash, et, et avec de Ouais. l'humour, en fait. Alors, parce qu'en fait, j'ai d'autres influences quand même, j'ai pas que les influences du 19e, et bon, par exemple, il y a un auteur que je mets au-dessus de tous, c'est Cavana, qui lui aussi est en train de tomber en désuétude un peu, maintenant, je sais pas pourquoi. Bon, lui, vraiment, je le place, au-dessus, mais je le place au-dessus de tous, vraiment, hein. Alors ça, c'est moi, hein, c'est personnel, mais je suis pas le seul, mais bon. Et j'aime beaucoup les auteurs, comme René Fallet, pour ceux qui connaissent, il a écrit, La soupe aux choux, Les vieux de la vieille. Moi, j'adore les 2 films. Il a écrit d'autres choses, hein, mais les bouquins sont encore plus marrants pour ceux qui ça fait rire, ceux que ça fait pas rire, tant pis, mais les bouquins sont encore plus marrants et super bien écrits aussi, quoi. C'est bons écrits, vraiment des bons auteurs et avec un style populaire. C'est-à-dire qu'ils mélangeaient tous les registres de langue, ce que moi j'essaye de faire aussi, Non, à un niveau moindre évidemment. Frédéric Dard évidemment, San Antonio, ça fait partie des influences et puis, Alphonse Boudard par exemple. Alphonse Boudard, c'est pareil, il tombe en désuétude alors qu'il est mort quoi? Il est mort en 2000 je crois, c'est pas si vieux que ça, mais alors lisez du Alphonse Boudard, hein, c'était un ancien repris de justice, qui a été dans la résistance, qui a un regard complètement alors faut aimer, hein, qui a un regard, désabusé sur le monde, mais en même temps qui est marrant, enfin vous il raconte ses années de prison, ses années de quand il était tubar, qu'il a été, comment dire? En sanatorium, avec la tuberculose, enfin c'est fandard quoi, franchement c'est marrant, ah, on n'est pas dans le politiquement correct, c'est sûr. Ça, alors, c'est certain. Mais vraiment, c'est des auteurs qui méritent d'être, soit découverts, soit redécouverts. il y Voilà. Et a... donc j'ai un copain qui m'a dit: «Écoute, on a l'impression qu'il y a un mélange de», alors comment il m'a dit? Heu, il m'a dit de Kavanagh et je sais plus, un auteur de science-fiction, je sais plus lequel. Ouais, je dis: «Écoute, moi ça me va, ça, si tu me dis ça, ça me va». Voilà. Mais on est bien d'accord que je me mets pas sur ce plan-là, hein, c'est juste des Mhm. références quoi, des phares dans la nuit. Il y a Nishike qui nous disait le vocabulaire Ma d'époque, nuit. ça doit être sympa effectivement pour écrire une histoire qui se passe au 19e. En revanche, j'imagine la galère si c'était du 12e. En fait, c'est bien pratique hein, d'être fan de la seconde moitié du 19e, hein. Moi, j'imagine mal écrire comme au 15e siècle, hein. Ouais, là, C'est c'est fou. Surtout que, en plus, bah, ça m'y fait penser depuis tout à l'heure, hein, mais il y a des hivers tout aussi rudes, notamment dans les ouais, années ouais. 1440, où le Rhin avait gelé. Donc Ah ça, c'est un drame c'est ça. un autre C'est niveau, terrible ça. ça. C'est plus large que la Seine encore, il me semble. Et en fait, oui, Et c'est... tu nous amènes vers le tragique là. Ah bah... Ah bah... Moi j'aime bien les... Alors en plus ce serait marrant d'amener du tragique et non pas du dramatique, ça serait encore plus drôle, avec une note de fantastique. Ça un peu de Ah saupoudré ouais. comme ça là, ça pourrait être intéressant. Mais donc oui, Mais écrire en 15e, non. mais tu pourrais, c'est tout à fait faisable. Il suffit d'écrire, le style ancien français, mais écrit en français moderne. C'est-à-dire que Mm. tu respectes la syntaxe et tout ça. Après tout, les traductions qu'on a, par exemple les traductions universitaires et tout, quand on lit du Rabelais traduit, ou du Montaigne, ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne. Ou du Jean de Léry, bon ça c'est plus vieux, c'est le XVIe siècle, mais bon ça fonctionne, hein, on arrive à lire, hein. Et pourtant ça respecte complètement la syntaxe, simplement les mots sont orthographiés, de façon moderne, quoi.
Il y aurait quelque chose à faire. Ça se fait. À penser. Bon, pour l'instant, je suis sur d'autres trucs, mais oui, pourquoi pas, effectivement. Bon, alors attends, je ressors mes petites questions. Si dans le chat vous en avez, n'hésitez surtout pas. Alors, ça c'est fait. On a également des influences. Alors, on le sent. Alors, je sais pas. Donc, ici n'est pas le lieu sur cette chaîne de parler politique, bien sûr, j'entends. Mais dans le Oui. roman, on le sent un peu quand même que il y a certains personnages qui ont. Hein? On sent qu'il y a l'arrière politique, c'est-à-dire que on est en 1895, on est dans l'entre-deux-guerres, avant l'entre-deux-guerres. On sent un Ouais. peu la tension vite fait à certains moments. On parle de l'affaire Dreyfus, on parle Oui. des Allemands rapidement. Et on parle du Bien sûr. socialisme, puisqu'il y a Oui, parce que voilà, donc. euh, en fait, en vérité, peu importe l'opinion politique du lecteur, ce qui est important, c'est de voir si le personnage, de mon point de vue, hein, est cohérent. Dans mon roman, je mets par exemple un forgeron, qui est un ancien bagnard, qui a fait son temps, qui a été libéré, qui a trouvé un emploi de forgeron dans un village paumé, et qui, évidemment, en tant qu'ancien bagnard, qui en plus a des séquelles, puisqu'il a pris des coups et tout, ça y a bousillé les poumons, malgré le fait que ce soit une force de la nature, hein, c'est un Jean Valjean, hein, mon type, en Ouais, fait. ouais, on sent un peu. Euh, il est évident que cet ancien bagnard, il ne peut avoir que de l'acrimonie envers la société qui l'a mise au banc, quoi qu'il ait fait, de toute façon. Hein, dire, même la pierre des crapules, en l'occurrence, c'est pas une crapule, mon gars, mais même la pierre des. Puisqu'on sait, hein, c'est expliqué dedans pourquoi il a été condamné, mais même la pierre des crapules, elle trouve toujours forcément injuste le pouvoir qu'il l'a mis dans les geôles, forcément. Alors, même si on n'est pas d'accord avec ses opinions, bah, on ne peut que reconnaître le fait que c'est logique, quoi, qu'il soit pas, qu'il soit, comment dire, aussi remonté envers la société. Ça paraît évident. De la même façon que je suis pas vraiment fan, hein, de mon personnage, enfin, je suis pas fan de dire de ses idées au comte de Frégard, là, Ah oui. mon obli. Mais il est cohérent, enfin, il me semble cohérent, quoi. Un chouïa caricatural, c'est Ah vrai. oui, un chouïa caricatural. Oui, mais ça, c'était pour. C'est un peu fait. Normalement, on doit comprendre que c'est un peu fait exprès. Oui. Donc, oui, bah, le 19e siècle, c'est ça aussi. C'est-à-dire que on commence à. Il y a eu des jacqueries au Moyen-Âge, et puis les jacqueries n'ont rien donné. On a eu enfin, n'ont rien donné. La Révolution française de 1789 a mis un ordre bourgeois à la place de l'ordre des nobles. Mais ceux qui sont tout en bas, comme mon forgeron, ou comme des mecs comme Jean Valjean, par exemple, pour reprendre l'exemple de Hugo, eux, ils sont toujours tout en bas, ce qui fait que quand il y a une discussion entre le comte et le forgeron et Rompipel, le brigadier, le comte critique la République, et Rompipel dit que la République, c'est une belle chose, mais le forgeron, il dit c'est la même chose. Dans les geôles, c'est les mêmes. Ouais. Voilà, en gros, hein, l'idée. Voilà. Donc, il a plutôt une position anarchiste, et en plus, c'est un type qui a appris à lire et à penser, on peut dire, avec Louise Michel, mon forgeron. Donc, forcément, il a Ouais. pensé à lire et à penser avec une anarchiste qui était quand même pas une idiote, quoi. Oui, Donc, bah c'est. il est cohérent, voilà, il est cohérent. J'aurais pu, de la même façon que si on met en scène un fasciste ou un pédophile, il faut que le personnage soit cohérent, quoi qu'on en pense du personnage. D'un coup, on n'aime pas le fasciste ou le pédophile, mais si le personnage est cohérent, l'œuvre fonctionne, quoi. C'est ça le truc, en fait. Bien sûr. Et on le sent même. C'est parce que il y a souvent des personnages, tu leur as donné à la profondeur et grâce à l'histoire. Et c'est ça que je trouve pas mal, c'est le personnage de la compagne du forgeron qui. Non, attends, c'est pas la compagne du forgeron. Non, c'est Martine, Oui, Martine qui est surnommée Tétine oui, c'est parce qu'elle ça. est bien pourvue, c'est ça. C'est elle qui, euh, qui, malgré Bah, ses apparences simplistes, en fait, a des pensées socialistes, se rêve à être Louise Michel, ce genre de choses. Et ça c'est là donne qu'elle tout à pense. coup de la profondeur au personnage, quoi. Alors, moi, je pense que c'est le personnage le plus profond et celui qui a le plus de choux, quoi, dans l'histoire.
de mon point de vue. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce que des éditeurs à qui je l'avais proposé, un éditeur m'avait fait la remarque, il dit votre personnage féminin, il est un peu, faudra le revoir et tout. Et là, je sentais le politiquement correct parce que j'avais mis l'accent sur le fait que c'était une belle femme avec des appâts, qu'elle ne dissimulait pas, donc on imaginait bien le décolleté, tu vois, bon. Et je sentais que ça pouvait gêner. Alors c'est vrai que j'avais un peu forcé le trait et qu'en discutant avec Nina, qui est mon contact chez Angel Core, j'ai modifié certains passages qui effectivement parfois servaient à rien. Mais je tenais quand même à ce que cette femme comment dire, soit maîtresse de son corps. C'est-à-dire que, en gros, hein, elle couche avec qui elle veut, Martine. Et tous les gros lourdeaux, elle est servante d'auberge, il faut le dire pour les gens qui ne connaissent pas, et tous les gros lourdeaux qui lui mettent la main au cul, eh ben, elle les remet en place. Donc ça, moi, je trouvais ça déjà pas mal. Et puis surtout, à la fin, c'est elle qui solutionne tout, qui va démerder tout le monde, qui va trouver la façon de s'en Attention, tu sortir. spoil là. Alors que... Hein, pardon? Attention au spoil, hein. Oui, non, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Mais et donc, c'est pour ça que je dis à un moment qu'elle qu'elle est féministe avant l'heure, en fait. Ouais. Elle le sait pas, mais bon, c'est ça, quoi. Ah oui, elle a de ça. Hein. Et pas une féministe façon on va émasculer les hommes. Non, ça l'intéresse les hommes en tant qu'hommes. Faut juste qu'ils soient pas lourds et pénibles, quoi. Il y avait d'autres choses. Quand on discutait par mail, tu parlais du coup de certaines théories scientifiques qui ont émergé à la fin de ce. Enfin, à cette époque, quoi, fin 19e, début 20e. Est-ce que tu peux développer l'influence de certaines dessus sans bien sûr spoil parce que y en a certaines. C'est ça le problème, hein. c'est que ouais, je vois bien à laquelle tu fais allusion. Ça commence par P, c'est ça? Certes. Et ça finit par IE. Et non, c'est Allez, on va si j'en éviter. parle. Hein. Mais peut-être Ouais, si t'en as d'autres. En rapport avec Non, le roman. Non, j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec l'électricité avec Edison, mais des théories scientifiques. Non, bah, si t'en as pas, il y a pas de problème. Hein. Ouais, il faudrait prendre le temps de réfléchir parce qu'il y en a eu Bien beaucoup. sûr, Hein, bien sûr, bien sûr. hein. C'est aussi le début d'ailleurs des grandes discussions. Enfin, c'est pas le début, mais là, ça a pris vraiment de l'ampleur. C'est les discussions sur la vivisection avec Claude Bernard qui s'est mis à vivisectionner un peu façon, tiens, c'est des machines comme Descartes le disait, et puis on découpe, puis de toute façon, même si c'est pas des machines, on s'en fout. Et puis derrière, des gens qui disaient non, il faut arrêter ça. Donc ça, c'est bien parce que ça a soulevé déjà des problématiques qui sont toujours d'actualité. Ouais, et justement, hein, il en est encore une fois rapidement question dans le roman, on l'évoque une fois la vivisection, je me rappelle. Je me rappelle, parce que du coup je me suis jeté dessus, en fait j'ai commencé hier, hein, donc du coup je l'ai bien en tête. Alors, le petit dit quels sont les écrivains actuels, donc les écrivains dessinateurs actuels que vous appréciez et qui vous inspirent. Alors, écrivain actuel, tiens, je viens de découvrir un type qui a écrit, je suis en train de lire son deuxième roman, il est espagnol, Sanchez, son roman s'appelle Fungus, et le deuxième c'est La peau froide que je suis en train de lire. Fungus, il s'appelle Sanchez Pignol, je crois. Vraiment, je l'ai découvert il y a 2 mois. Et c'est un écrivain donc espagnol qui voilà, mélange humour et humour tragique et puis surnaturel. Et voilà. Alors lui, par exemple, franchement, c'est bien. Alors après, actuel, en fait, moi, je lis beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai pas de nom là qui me viennent tout de suite en tête, et pourtant il y en a plein qui m'intéressent. Qu'est-ce que j'ai lu récemment? Alors en BD, je lis moins de BD actuelles que de BD classiques datés, quoi. C'est-à-dire que je suis un peu resté bloqué. Je suis pas resté bloqué parce que le reste m'intéresse. Si on me montre un truc qui me plaît, il va me plaire, quoi. Mais en SF, par exemple, je suis un petit peu à la ramasse. Je suis resté sur Valérian, Le Vagabond des larmes, des choses comme ça.
pareil, c'est tombé un peu en désuétude, le Vagabondella. Alors que c'était vachement bien. Bon, Gottlieb, Alexis, que je tiens pour un génie. Carmen Cru, par exemple. Alors, bon, de Lelong, je sais pas si vous connaissez Carmen Cru, mais ça, c'est extraordinaire. C'est d'une noirceur. Puis elle a un dessin sublime. Alors, le type était dépressif. Alors, ça se voit bien dans ses histoires, bien dans son dessin, d'ailleurs. Et c'est simple, il s'est suicidé en 2004. Donc, ça, Bon c'est bah pas. voilà. Ouais, voilà. Et voilà, ceux qui connaissent pas, Carmen Cru, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, toutes ces époques-là. Mais c'est vrai que là, des dessinateurs actuels, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont super, hein, mais là, j'ai pas d'idées qui me viennent tout de suite. D'accord. Ouais, là, je suis un peu sec, là. Ouais. Mais l'auteur dont je vous parlais, là, l'auteur de Fungu, je suis en train de chercher son nom là sur Internet. C'est Albert Je vais vous- Chances-Pignol. Je l'ai trouvé. Voilà, c'est ça. Et ben alors lui c'est bien, hein. C'est vraiment sympa. Fungus, hein, par exemple, c'est l'histoire d'un type dans les Pyrénées. On est pareil, on est fin 19e, euh, qui euh, qui est un anarchiste, alors un pauvre type, hein, qui pense être anarchiste, mais un anarchiste façon on va tous faire sauter, quoi. Mm. Ce qui n'est pas le cas de mes anarchistes dans mon roman à moi. Et il s'aperçoit, alors il est reclus dans les Pyrénées et dans les montagnes, et il découvre une espèce de race de champignons géants, des champignons qui sont immenses, et puis il va en faire une armée de ces champignons, donc c'est complètement délirant, une armée pour le grand soir, quoi, pour installer l'anarchie. Donc il va lutter contre l'armée espagnole, l'armée française, enfin voilà, et le type est en fait un alcoolo fini. Mais voilà, ça c'est marrant, ça. Ça c'est pas mal. J'ai trouvé ça sympa. Qu'est-ce que. Ah Et, si, oui, si, il y a un mec, si, bien sûr. Un type alors pareil, son nom, Norman Geller, je crois, le type qui a écrit Gods, par exemple. American Gods, du américain. American God. Alors, je sais pas si je te Je vais laisse chercher trouver son nom ou ça. pas. Alors lui, je l'ai découvert. Neil Gaiman, voilà, Neil Gaiman, il s'appelle. Neil Gaiman. Lui, j'aime bien aussi, c'est pas mal ce qu'il fait. Enfin, j'ai trouvé ça sympa. Il a fait un autre truc qui s'appelle Anywhere, quelque chose comme ça. Et ça se passe. Anywhere, c'est un deuxième Londres. Il y a un Londres. Ça, c'est un thème qui revient souvent, hein. Voilà, il y a un Londres merveilleux sous le Londres réel. Donc merveilleux, ça veut dire peuplé de créatures Mhm. surnaturelles. Et puis il y a un passage et il y a un type qui va se retrouver pris dans ce passage. C'est pas mal, ça. J'ai trouvé ça sympa. Et American Gods, je sais qu'il y a une série, il y a peut-être des gens ici qui connaissent la série, moi je ne l'ai pas vue la série. Et en gros, c'est un type qui sort de prison, qui est un gros costaud, pacifique mais gros costaud. Il s'appelle Ombre, et il y a un vieux gars qui vient le voir à la sortie de prison et qui lui propose des sous. Le type, il est borgne, le vieux qui vient le voir. Il lui propose des sous pour être son garde du corps et pour lui servir de chauffeur, d'homme à tout faire. Bon, le repris de justice, il l'accepte parce que de toute façon, il n'a rien de mieux à faire. Et en fait, le type en question, le vieux, c'est Odin, le dieu Odin. Et puis, j'en dis pas plus parce que sans ça, après, Oui. on Eh oui. spoil Spoil trop. la suite, oui. Alors moi, Déjà, Oui, déjà, vas-y. le pitch Non, mais je dis le pitch est sympa, quoi. Déjà, Mm. l'idée, je trouve ça sympa, quoi. Dans l'idée, alors, je t'en ai parlé juste avant le live. Euh, donc il n'y a pas y a pas comment dire, de lien spécifique. On en a parlé justement, mais pour celles et ceux qui étaient présents, on a fait un live il y a maintenant quelques mois, mais qui est en rediffusion sur YouTube. Je vais vous mettre le lien tout de suite parce qu'on on a développé un système de commande qui fonctionne à merveille. En fait, on a fait un live sur Un roi sans divertissement de Giono et qui se base aussi sur le thème de la vallée, des arbres, de la nature en hiver. En fait, le fait d'avoir un, un paysage enneigé dans les montagnes, donc là, pas en Normandie, mais lui permet d'avoir une sorte de huis clos où le temps d'un hiver, tout le monde est enfermé sur soi-même et condamné à ne pas pouvoir communiquer en fait et ça donne des situations assez sous tension, hein. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, il y a un live là-dessus. Et évidemment, ça m'a rappelé sous différents aspects ceci, mais que je n'évoquerai pas, sinon ça spoilerait. Mais il y a ce côté, si jamais ça vous intéresse, si jamais ça vous fascine un peu,
ce côté un peu glauque, ce côté un peu noir, mais aussi, j'irais pas jusqu'à dire sanguignolant, mais il y a cette fascination du sang qui est présente, quelque chose qu'on retrouve aussi du coup dès l'époque médiévale. J'ai un roman tout à fait connu qui s'appelle Perceval de Chrétien de Troyes, où en fait Perceval est pris d'une Ouais. folie meurtrière à la vue du sang d'une oie qui a coulé sur la neige. Pour des raisons que bon, voilà, je vais pas développer ici, mais il y a ce côté-là qui est aussi un peu présent dans le roman que j'ai senti. Euh, voilà. Et d'ailleurs, je voulais te poser voilà, une question par rapport à ça. Pourquoi la neige? Enfin, je veux dire, est-ce que on a bien sûr cet attrait du mystérieux pour la neige, pour l'inconnu, pour le calme, qui peut être soit reposant, soit au contraire tout à fait euh, un facteur de tension. Euh, Est-ce que toi, par exemple, tu as un rapport tout particulier à l'hiver ou qu'est-ce que ça t'a inspiré justement tout Ouais, ça? ouais. Et bah, carrément. Moi, au contraire de plein de gens qui n'aiment pas. Alors moi, je vais pas spécialement au ski, au sport d'hiver et tout ça. C'est parce que bon, si on m'invite, j'y vais, mais c'est pas mon, ça m'indiffère quoi. Le ski en tout cas, mais j'adore la neige. Alors j'adore la neige. Alors je l'aime bien dans une station de ski, mais je l'aime bien chez moi. Et même si c'est bon, alors évidemment, hein, je sais bien, il faut pas qu'il y ait d'accident, tout ça. Je suis bien d'accord, hein, pas de blessés et tout ça. Mais bon, même si sur la route ça m'emmerde un peu ou beaucoup, j'aime bien quand même. J'y peux rien, c'est plus fort que moi. J'aime la neige. Je trouve que, alors je trouve, j'enfonce une porte ouverte. Hein, j'invente l'Amérique là. Hein, je découvre l'Amérique. La neige, d'abord, il y a un silence, il y a un rapport au bruit qui, c'est ouaté. J'ai essayé de le faire passer ça au début de mon roman, je ne sais pas si j'ai réussi. C'est ouaté, il y a un silence, ça apaise. Voilà, je trouve que la neige, ça apaise. Alors, c'est peut-être une vision romantique, hein, c'est sûr que si on est, ça m'est déjà arrivé d'être bloqué dans une côte, je pouvais pas démarrer, et il a fallu qu'on sorte des pelles et puis qu'un tracteur passe et tout ça, parce que c'était bien emmerdant et j'aurais passé la nuit embourbé. J'ai bien conscience, hein, on est bien d'accord. Hein. Et je sais aussi que si on est un SDF et qu'on est gelé dehors, c'est pas marrant non plus. Mais bon, ça, c'est la réalité, on est bien d'accord. Mais euh, sans parler de ces petits ou grands malheurs, je trouve que la neige, il y a un côté apaisant, vraiment, sincèrement. Alors, c'est vrai qu'en ville, ça devient vite crado. Ça, c'est vrai. Ça devient vite de la boue. La pollution, ça, c'est indiscutable. Mais voilà, j'ai toujours une, ouais, une espèce de fascination. Et quand j'étais petit, enfin quand j'étais petit, ça m'a duré longtemps. C'était au point que si j'avais du mal à me lever le matin, évidemment, on me le faisait qu'une fois, hein, puis il fallait pas me le faire au mois de juin, je n'étais pas couillon à ce point-là quand même, mais si on me disait il a neigé, je m'extirpais du lit dans les 2 secondes, quoi. Ouais. Moi, je suis J'allais voir, pareil. Je voilà, suis pareil. j'adorais ça, quoi. Bon, ben voilà, tu vois, une balade dans la neige, je trouve ça génial. Encore une fois, on est bien d'accord, hein, pas si t'es SDF, pas Non, si bien t'es sûr, on est embourbé, tout ça. d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Mais voilà, j'adore. Alors, il faut aussi savoir que moi, j'habite en Normandie. Ça fait 50 piges que je suis en Normandie, ça fait 50 piges qu'il pleut. Alors, je suis désolé hein, s'il y a des Normands ou des fans dans le coin, il pleut. Hein, voilà, c'est incontestable, il pleut tout le temps. Donc, quand on a la chance, enfin la chance, quand par hasard, il y a un hiver avec de la neige, suffisable, eh ben, on fait de la luge. On fait de la luge, on prend des sacs de plastique, on fait des balades, on fait n'importe quoi. Quoi. C'est un bonhomme de neige s'il neige assez. Enfin, rien qu'une balade dans la rue, moi j'habite dans un petit village, la première année où j'ai emménagé, c'est 10 ans, il s'est mis à neiger comme on n'avait pas vu depuis des lustres. J'étais dehors à faire des balades, quoi. Voilà, donc oui, voilà, voilà j'ai choisi la neige. Malheureusement, je ne peux pas la choisir pour tous les bouquins que je vais écrire, mais franchement, Le prochain roman, ce sera voilà, en j'aime été. beaucoup la neige. Oui, Tu le nous feras prochain, les il se 4 passe saisons. ah, bah, ouais, oui, à peu près, ouais. Euh, Bah moi, Donc j'adore la voilà neige pourquoi la aussi. Hein. neige. D'accord. Bah, et justement, Ouais. moi aussi. Enfin, bon, personnellement, la plupart de mes romans, enfin, le cœur du roman, c'est toujours en hiver. Dans mes romans, enfin, je sais pas, il y a quelque chose en fait d'assez paisible, en fait d'autant d'aussi Voilà. paradoxal qu'un roman. C'est-à-dire que on a dans l'hiver la sensation paradoxale de l'apaisement et de l'effroi. Mmh. Et en fonction Ouais. du personnage et de l'acception qu'il a du monde ou de la perception qu'il a, et bah paf, il réagit différemment. Et j'avais personnellement
Alors dans un roman que j'ai fini, la fin se passe en hiver et le début se passe en hiver. Bon, il y a cette sorte de boucle, après il y a un passage en été, etc. Enfin, ça se passe sur plusieurs années. Et là, j'ai commencé Ouais. un autre roman où vraiment l'intrigue se passe en hiver. Et le personnage est tout à fait fan de ceci. En fait, il aime bien sortir de la ville et Ouais. s'exiler dans la nature pour retrouver son calme. Et voilà, donc ça c'était quelque chose. Il y Ouais, a le Hobbit Curieux qui disait rien à voir, mais aimez-vous le steampunk? Et si oui, pensez-vous écrire une histoire de ce type dans le futur? ouais, j'aime bien le steampunk. Je suis pas super à l'aise dans le domaine parce que je maîtrise pas. Euh, alors, écrire une histoire, euh, il faudra avoir l'idée. Pourquoi pas? Il faudra avoir l'idée. Il faut vraiment avoir l'idée. Il faut trouver un angle d'attaque. Mais sans ça, oui, c'est une bonne idée. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, ceux qui aiment le steampunk et qui veulent écrire à ce sujet, il me semble justement que donc là tu publies chez Angel Corp qui à l'origine est un peu dans une sorte d'univers de steampunk, hein, euh, et ils sont en train de, ils aiment bien que certaines personnes investissent leur univers avec leurs propres plumes, et Mhm. donc ils sont à la recherche de gens qui écrivent des nouvelles dans le cadre de leur univers. Le lien est sur leur site. Si vous, toutes les informations sont là, ils vous donnent un PDF, il me semble, avec toutes les instructions sur l'univers, l'explication, et vous pouvez créer votre personnage et écrire dans cet univers et envoyer votre nouvelle et pourquoi pas être publié du coup dans un recueil de nouvelles. Voilà, pourquoi pas pour ceux qui Ouais, veulent. c'est un appel à texte, c'est bien, c'est bien. Alors je vois l'heure. Euh, Moi, Ouais. j'ai certaines choses à vous dire, hein. Alors, d'abord, c'est le côté promo. Du coup, bah, si donc on arrive à la fin, bien sûr, ce n'est pas encore le mot de la fin, mais si jamais, bien sûr, ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à follow la chaîne, bien sûr, pour découvrir du contenu similaire, puisque bon, bah, on a fait ton interview, mais on a aussi d'autres personnes qui sont venues, à la fois des auteurs, mais aussi des historiens, des historiennes, des archéologues qui sont venus en fait sur cette chaîne partager leur savoir. Et au-delà de ça, en fait, voilà, le but de cette chaîne, c'est de partager le savoir, de le faire connaître, parce que le savoir, bon, c'est né d'une grande réflexion dont on parle dans le premier live de la chaîne, le live de création, où on explique pourquoi c'est important de partager le savoir, pourquoi c'est important de ne pas le perdre, de le partager, pourquoi il doit être accessible au plus grand nombre, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir et du coup à follow la chaîne pour parler de tout ça. Et du coup, justement, je me permets de faire un peu la petite promo du live suivant. La semaine prochaine, on va parler des Hussites. Alors, justement, c'est un thème qui n'est pas connu en France et qui devrait l'être. Voilà, parce qu'en fait, nous, en France, alors, on retourne 500 ans en arrière par rapport à 1900. Donc, ça se passe durant la première moitié du 15e siècle. Nous, on parle guerre de 100 ans quand on est à cette époque-là. Sauf qu'en fait, il faut savoir que il y a autre chose qui préoccupait les Français à cette époque-là. Enfin, les Français, hein, on met des gros guillemets. Hein. Euh, la menace venue de l'Est, la menace venue de la Bohème qui met à feu et à sang tout l'Est de l'Europe. Cinq croisades n'y peuvent rien. Cinq croisades sont à terre jusqu'en 1434, pardon. Et donc, durant les 3 prochains lives, je vais vous parler de ce mouvement de révolutionnaire autant social que théologique qui a mis à feu et à sang l'Europe de l'Est en quête d'indépendance et de la création d'une nouvelle église dans une période très troublée. Et ça va être très fun parce que j'ai lu les textes théologiques, donc ça parle évidemment de l'Apocalypse. Ça parle de la terre couverte de sang, ça parle de, de sectes nudistes, ça parle de tout ça. Ça va être très intéressant. Et donc, je me permets de vous montrer la, la fiche de propagande du live, hein, qui est donc celle-ci. Voilà, les Hussites entrés en matière. Donc, en fait, les Hussites sont les inventeurs du char tel que nous le connaissons. C'est-à-dire un gros chariot sur lequel on met des canons. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir la prochaine fois. Ouais, c'est super intéressant, ça, c'est bien. Eh ben, je te C'est jeudi renverrai prochain, ça?
Alors, pour le live de la semaine prochaine, ce sera soit mardi, soit mercredi. Euh, on va en reparler justement plus précisément. Et d'ailleurs, je me D'accord. permets justement là de vous... Ah, si tu as une dernière question, le Hobbit, vas-y, hein, on a encore le temps. Du coup, en attendant cette dernière question, je me permets de continuer sur la lancée. On a fait une série de lives, et d'ailleurs, du coup, si ça t'intéresse aussi pour de futures inspirations de femmes badass, en fait, juste sous toi, là, nous avons un petit fantôme qui dort. C'est la mascotte de la chaîne, qui s'appelle Panthésilée, en référence à une Amazone de la guerre de Troie, méconnue parce qu'elle n'est pas présente dans l'Iliade d'Homère, mais présente dans tous les récits contemporains de l'Iliade. Et en fait, c'est le personnage qui arrive juste après la mort d'Hector et qui reprend la tête des armées troyennes et qui va casser la tronche des Grecs en fait, hein. Et elle est méga méga badass. Euh, et attends, j'ai un petit problème visiblement. Je parle, toi tu me reçois, mais visiblement ils me reçoivent pas. Ah, ça y est. Ça y est, peut-être que la connexion est revenue. Il y a un problème de connexion, il n'y avait plus assez de réseau. Voilà. Donc je pense que c'est en train de revenir là. J'ai vu l'icône est redevenue vert en fait en bas. Voilà, je suis désolé. C'est en train de revenir. Mais donc du coup je continue puisque de toute façon il va y avoir la rediff, hein, et puis les gens dans le chat connaissent un peu. Mais en gros, Pentésilée va mener les armées grecques à la victoire pendant plusieurs batailles jusqu'à être elle-même du coup tuée. Alors plusieurs versions, soit par Achille, et dans les versions médiévales qui reprennent par, par son fils Pyrrhus. Voilà. Et donc on a fait une série, donc là le live est revenu, donc c'est parfait, ouf. Euh, je lui faisais simplement le débrief de qui sont les différents protagonistes, et donc ça y est, c'est revenu, parfait. Voilà. Donc Pyrrhus qui est une méchante personne. Voilà. Donc allez voir ces lives qui sont en rediffusion sur YouTube. Euh, Il y en a 3, et donc on compte en faire tout autant pour, euh, pour les U-Sites. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésite pas à venir, toi aussi du coup, ou à regarder la rediffusion qui sera postée sur YouTube. Et donc voilà, donc Lobby Ouais, Curieux, tu avais une absolument. question? Voilà, et donc la mascotte de Panthésilée est à l'effigie de ce personnage-là. Et donc pour ceux qui arrivent dans le chat, en fait, on peut nourrir notre petite Panthésilée, lui donner des pommes notamment, et du jus de pomme, et l'emmener en promenade. Et ça la fait grimper en niveau, et en fait après elle change d'apparence, etc. Et donc c'est à vous un peu la commu de vous charger du soin de cette petite Panthésilée. Voilà. Donc le Hobbit, on attend ta petite question. Et en attendant, du coup, avant de répondre, d'abord je voulais te remercier d'être venu. Parce que Ah non, c'est c'est moi chouette. qui te remercie. Bah non, Non, c'est moi qui te remercie. Je Vas-y, voudrais juste ajouter une chose, si tu permets. bien sûr. S'il y a d'éventuels acquéreurs du bouquin, on peut me contacter via mon adresse Instagram. On montre, je sais pas, juste une preuve d'achat, tu vois, un truc, histoire que je fasse pas 20 000. Et puis, on me file son adresse et j'envoie un crowbar, j'envoie un dessin en dédicace, tu vois. Oui, oui. Justement, Voilà, comme je t'ai fait à toi, voilà, c'est tout, c'est juste ça. justement, ouais, pour les dédicaces, puisque tu es un peu dessinateur quand même aussi, et justement, je vais montrer moi ce que tu m'as envoyé, parce que c'était génial. Je Et gribouille. il y a, donc si jamais vous voulez une dédicace un peu comme celle-ci, vous pouvez du coup la demander comme Rodolphe vient de l'indiquer. Ces dédicaces, il y en avait une en illustration au tout début du live dans l'intro, et il y en aura une autre dans l'outro à la fin, quand on mettra la musique pour la fin. Il y aura une autre de ces dédicaces en fait qu'il nous dessine, donc c'est simple, c'est génial. Voilà celle qui était pour moi, que j'ai mis sur, sur Instagram. Voilà. Donc si jamais vous voulez, n'hésitez pas à demander une de ces super dédicaces. Alors du coup, il y a le Hobbit curieux qui a en fait visiblement une très longue question et qui ne passe pas dans le chat, et il est Ouais. obligé de la séparer en deux. Voilà. Donc nous sommes condamnés à attendre. Ah, ça y est. Alors en tant que professeur de français, vous avez certainement été amené à faire des analyses de texte avec vos élèves. Vous savez, celles qui nous Ouais. amènent à dire que quand Flaubert parle d'une chaise bleue,
Mais en réalité c'est une métaphore pour parler de la mort de sa mère, blablabla, j'invente. Beaucoup de symbolisme, de psychologie de comptoir parfois, et au final je trouve que cela peut nous dégoûter de lire les classiques. Mais vous êtes écrivain en plus, vous devez aborder les choses de manière légèrement différente avec vos élèves, du coup. Donc est-ce que vous faites ça comme ça ou pas? Bon, alors, oui, sur la psychologie de comptoir et les interprétations, je suis on ne peut plus d'accord. Alors, le cas de Flaubert, là, particulièrement, je ne sais pas si c'est une vraie citation ou Non, pas, non, non, je sais c'est pas une trop. invention. Ah oui, d'accord, c'est oui, oui. Alors, bon, d'abord, je suis en collège, hein, donc des explications de texte, je fais une initiation avec mes troisièmes, quand j'étais troisième, une initiation. Mais oui, il faut se méfier des interprétations. L'auteur a voulu dire que, l'auteur a pensé que, non, tout ça est que dalle, zéro, on peut mettre à la poubelle. Ça doit être factuel. Une explication de texte, moi, tel que je l'aperçois, c'est par exemple, bon, là je fais court, hein, c'est très, très court, mais par exemple, comment l'auteur exprime, bah tiens, je viens de faire ça avec les quatrièmes, comment il exprime le fait que la machine industrielle dévore les hommes, quoi, plutôt que de les libérer, alors que le travail devrait être libérateur pour Zola, par exemple. Bah, d'abord, il donne le nom du voreux à sa mine, voreux, l'étymologie, même racine que vorace, dévorer, etc. Et puis après, il personnifie ce voreux, hein, c'est un mangeur de chair humaine, il avale, il a des gros boyaux, une gueule acérée, etc. Et puis tout ça au service d'un discours politique et social, quoi. Voilà, c'est un exemple. Mais là, au moins, c'est factuel, c'est clair. L'auteur, il a utilisé ce champ lexical, cette personnification, dans tel but. Il n'y a pas de il a voulu dire que, il a pensé que, tout ça, c'est. Hmm. Voilà. Je suis assez Je sais d'accord. pas si j'ai peut-être un peu violent, peut-être, je sais pas. Ah non, bah, c'est comme ça qu'on dit les choses, hein. Moi Ouais, ouais, non, je pense mais à peu près la même chose. J'aime. quand. Ouais. Non, mais juste, quand j'étais moi-même en seconde, on avait un super professeur de français. Vraiment super. Et un jour, il nous a raconté une anecdote quand il était à la fac. Il y avait un auteur qui était invité et un étudiant faisait tout un speech sur son œuvre. Et le type, à la fin, l'auteur, je ne sais plus qui c'était, j'ai oublié. L'auteur est venu donc à la tribune, il y avait un micro, tu sais, il a parlé, il a dit c'est très bien ce que vous avez fait, c'est impressionnant et tout, c'est vraiment bien, hein. Sauf que c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Voilà, Eh ben, toujours se méfier des interprétations. allez, Lobit qui dit mais super, merci, j'aurais aimé vous avoir en prof. C'est un bon compliment. Ah bah écoute, j'aurais bien aimé vous avoir en élève. Ok. Ah, Bon, bah, je pense, chers amis, qu'on arrive à la fin de ce live, il est 21h09. Bon, j'oublie toujours des choses, mais bah, du coup, je te remercie encore. Je remercie tous les gens qui ont participé dans le chat et tous les gens qui ont du coup bah, follow la chaîne, qui suivront les épisodes ou qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas surtout bah, donc, à vous procurer le livre de Rodolphe, bien entendu. Hein. n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller également vous abonner à ces différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'en ai qu'un. Voilà. À follow sur Instagram, à follow également Angel Corp pour la suite. Et puis bien sûr, bah, si jamais ça vous a plu, bah, mes réseaux aussi. Donc n'hésitez pas à faire tout ça si jamais ça vous tente. Euh, et puis voilà. Hein. Donc Bah je te écoute, laisse. oui, voilà. C'est ça, je pense qu'on en Bonne a fait le soirée à tout tour. le monde. Voilà, je te laisse du coup couper ton micro et puis on se retrouve dans 4 Je minutes coupe le après la fin. micro. Ouais, ça marche. Non, non. Et j'attends, j'attends que tu me reprennes après, c'est ça? C'est ça. Non? Si, c'est ça. D'accord. Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir suivi et surtout, lisez. Allez, au revoir. Ça marche. Et ben moi je vous dis, alors le Hobbit curieux, là il y a Nightbot qui fait un truc chelou, je vais corriger ça pour la prochaine fois. Et ben voilà. Et ben c'est la fin de ce live, moi j'ai bien aimé. On se retrouve très bientôt, donc la semaine prochaine, on va faire un sondage sur le Discord. Oui, pour celles et ceux qui ont Discord, je mets le lien ici tout de suite. N'hésitez surtout pas à rejoindre parce qu'il se passe des choses, c'est là que la commune discute, qu'on fait des votes, etc. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, c'est la fin de ce live. On se retrouve bientôt. Et donc surtout, mais surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.